présenter les résultats concernant les ateliers que l'on a fait. En fait, il y avait une interrogation autour de la sélection. On sélectionne quand même des plantes pour les systèmes de demain. Et donc, classiquement, en sélection, en fait, on travaille sur ce qu'on appelle un idéotype, donc un type idéal de plante. Et les sélectionneurs privés, en général, ils mettent 15 ans à atteindre la coopérative, entre le moment où ils décident de faire une plante et puis le moment où elle arrive sur le marché. Enfin, ouais, oui, facile, au moins 15 ans, ouais. Et donc, c'est une activité... bon, moi, je suis à l'origine, je suis sélectionneur. Et j'avais ça en tête. Je voulais déjà bassiner avec ça, en fait. Que pour moi, il fallait qu'il y ait une réflexion sur oui, mais alors vers où on va, quoi. Et ceci dit, on avait quand même anticipé la remarque de Nathalie qu'en fait, c'est pas le maïs pour le maïs. En fait, c'est le maïs qui prend place dans un système. Et donc, l'interrogation qu'on devait avoir, c'était l'évolution des systèmes dans lesquels le maïs prend place, avec un questionnement aussi sur est-ce que le maïs a toujours sa place dans les futurs systèmes. Quelle place du maïs en général et du maïs pop en particulier dans les systèmes de demain? Donc l'idée c'est de faire ce qu'on appelle une étude prospective. J'ai fait une formation à la prospective. En général, on demande à des experts de se réunir, des experts de différents domaines, et puis ils balayent un petit peu les évolutions en cours. Et ils font une projection sur quel futur se dessine. Et après, on peut faire un travail en fonction des actions que l'on conduit, comment on pense pouvoir agir sur le futur pour construire un futur souhaitable. Ceci dit, quelque part, cette démarche-là qui est présentée comme scientifique, moi, elle me questionne parce qu'en fait, alors certes, on fait de la prévision, mais quand vous voyez les prévisions météo au-delà de 3 jours, c'est chaud. Donc les prévisions en matière socio-économique, bon, j'avais quelques doutes. On ne fait pas de statistiques sur le futur, on fait du statistique sur le passé. Et il y avait dans l'idée de travailler avec vous, parce que vous êtes les spécialistes de vos systèmes, pour plutôt produire une compréhension de ce qui se joue en ce moment. Voilà. Et moi, j'ai réalisé au fur et à mesure des années à travailler sur la sélection participative qu'on était effectivement bien dans une coévolution et que la plante évoluait avec les pratiques et tout ça pensé par un chef d'orchestre qui est l'agriculteur sur sa ferme. Et donc, l'idée, c'était... on est dans quelque chose qui est très différent d'une stratégie de sélection traditionnelle, où on identifie ce qu'on veut, etc. Parce que là, en fait, on l'a vu, on joue la génération suivante. Donc, en fait, sur une annuelle, c'est ce qui se passe l'année d'après. Et ça nous a... Bon, parce qu'avec avec Nathalie, on réfléchit sur le pragmatisme, donc ancrer les choses dans la connaissance, dans l'action. L'idée, c'était de voir ce qu'on pouvait faire en questionnant ce que vous étiez en train de faire. Alors moi, je ne vous ai pas filmé pour voir si ce que vous me racontiez dans les ateliers était vraiment vrai, mais l'idée, dans les ateliers, c'était de faire une méthode où, en fait, on amenait les paysans à expliquer les changements qu'ils étaient vraiment en train de conduire tout de suite maintenant sur leur ferme, et à chaque fois de ramener ça sur du concret. Avec cette idée en fait qu'il y a une vision du futur dans chaque action qui est conduite et il y a un futur en construction. Après, est-ce que pour autant il va exister? On ne sait pas trop, mais en tout cas, l'idée c'était d'essayer de construire une approche comme ça. Et donc de faire une prospective en se basant sur qu'est-ce qui bouge en ce moment. Et je résumerai comme ça. Pour moi, mon idée, c'était d'essayer d'établir un petit peu une image de ce qui bougeait en ce moment. Et après, de caler, alors c'est bon, je n'ai pas utilisé Photoshop, mais de mettre le maïs sur cette image-là pour voir est-ce qu'il est dans le paysage ou est-ce qu'il n'est pas dans le paysage. Et donc, on a fait 5 ateliers.
de décembre 2018 au dernier chez Agrobio Périgord en novembre 2020. Donc il y a un pas de temps qui est assez long et donc je pense qu'il y a des choses qui commencent à être un petit peu vieillissantes par rapport aux résultats de ce qui s'est dit dans les ateliers. En tout, c'était 34 producteurs et en fait j'ai réalisé que 34 producteurs dans 5 lieux, ça ne va pas nous donner une image véritablement de ce qui se joue dans chacun des collectifs. Quand on a, je ne sais pas combien on était à CBD, ils étaient 5 je crois, pour représenter combien de... Oui, puis c'était certains de nouveaux en plus. Voilà, bon. Donc en fait, dans ce que je vais présenter là, c'est pas tant d'essayer d'avoir une image vraiment des collectifs, mais par contre on peut voir ce que l'histoire du collectif aussi imprime dans ce qui se dit. Donc en fait, ces ateliers, il y a eu des productions sous forme de post-it, de métaplans, de trucs griffonnés sur des tableaux blancs qui m'ont servi dans l'analyse, et puis des enregistrements, et ces enregistrements ont été retranscrits. Et après, en fait, ce que l'on fait, c'est on fait ce qu'on appelle du codage, c'est-à-dire qu'on relit les choses, et puis on dit, tiens, là, il est en train de me parler de ça, là, il est en train de me parler de ça, etc., paf, 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 et on classe ça en grandes rubriques. Et on croise. Donc Jonathan, qui était en stage au début, avait commencé ce travail-là, et on avait croisé un peu nos grilles de codage pour voir si on codait un peu de la même façon. Voilà, alors la méthode, je vous la rappelle, donc en fait c'était une méthode où on commençait par mettre les paysans par 2 ou 3 ensemble, et puis on leur posait la question, qu'est-ce que tu es en train de changer dans ton système? Donc en fait, il y avait déjà un échange entre eux pour expliquer ce qu'ils étaient en train de changer sur leur ferme. Et je pense que sur les 34, il n'y en a qu'un qui a séché un peu en disant que finalement il ne changeait pas grand-chose, mais en fait en le titillant un peu, il s'avérait qu'en fait il était dans un gros... comment il a dit? Je ne sais plus, il avait un terme assez marrant pour dire que c'était vraiment un bordel innommable sur sa ferme, parce qu'en fait il avait un problème avec son associé, etc. Et qu'en fait il y avait plein de changements, et que c'était des changements sociaux, ce n'était pas des changements techniques, et donc il estimait que ça ne rentrait pas dans le cadre, et en fait on l'a fait rentrer dans le cadre. Voilà, après on a fait des post-it, on a foutu les post-it au mur comme on sait bien faire, et puis on a regardé ça, et puis on s'est dit qu'est-ce qui manque là-dedans. Donc deuxième chance de rajouter des choses. Et puis l'après-midi, ou le lendemain matin, on se posait la question de le maïs et le collectif là-dedans. C'est qu'est-ce que je fais du maïs et du collectif, et qu'est-ce que le maïs ou le collectif me fait faire. Et après, on regardait un petit peu par rapport aux enjeux de changement qu'on avait pu établir la veille. Alors, sur les changements en cours, comme je disais, en fait, on n'a pas eu d'instant d'arrêt, hormis le fait de dire mais on est venu pour parler du maïs, et puis d'un seul coup vous me demandez de parler de ce que je change sur ma ferme qui n'a rien à voir avec le maïs. Mais après ça, je veux dire, la parole elle a été libérée. Donc en fait sur 34, on a eu 5 qui étaient des changements pour sauver la ferme, ce qui est un peu lourd. 4 des changements radicaux, c'était abandonner l'élevage, diversifier la production, ou changer le mode de transformation. Un jeune éleveur laitier qui estimait qu'il fallait qu'il intensifie pour produire plus, pour rembourser les crédits. Et puis 29, pour lequel le changement était un peu plus choisi, un peu plus stratégique. 14 pour la quête d'autonomie, avec une désintensification, une meilleure valorisation de l'herbe. 3 qui était à fond dans le croisement interrace. 5 qui réfléchissaient ou qui adhéraient à une coopérative pour valoriser les céréales dans l'alimentation humaine. 4 pour qui le changement, c'était vraiment des changements qui visaient à gagner du temps et avoir plus de loisirs. Et 3 dont les restructurations du foncier ou les orientations qu'ils prenaient visaient à installer des maraîchers sur leur ferme. Donc en fait, la journée, je vous présente juste des extraits de l'analyse. Là, c'est donc en fait, tout ce qui a été discuté a été enregistré et puis analysé. Et là,
vous avez le pourcentage, donc une colonne, là, quand on a discuté dans la loi, ici c'est 100% des trucs que j'ai codés. Les machins, je me suis dit, tiens, là il me parle d'un truc, et puis là il me parle d'un truc différent. Puis à chaque fois qu'on changeait de sujet, ça fait une zone de codage. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça permet de dire, par exemple, que dans la loi, 21% des trucs sont revenus sur le changement climatique. Alors que, par exemple, en Loire-Atlantique, à l'époque, c'était que 5% de la discussion est revenu sur ces sujets-là. Donc si je regarde un petit peu, je vais essayer de faire l'exercice qui est de vous détailler chacun de ces choses-là, et puis d'essayer de vous dire le maïs là-dedans, quelle est sa place ou pas. Alors, réaliser un rêve, moi je l'ai gardé parce que ça m'a vraiment frappé. C'était ici. En fait, un jeune qui dit, en fait, avec les frangins, on a monté le projet, c'était le rêve de notre père. Ça m'a vraiment frappé, quoi. C'était de séchage en grange, passer à l'herbe, etc. Et je pense, je sais plus, mais je pense que le maïs, il n'avait plus trop sa place dans ce rêve-là. Il me semble, à voir. Mais par rapport à ceux qui disent que, voilà, effectivement, que tout est économique, etc., il y a d'autres choses qui sont en jeu dans les choix qui sont faits par les paysans. Un autre élément qui est assez discriminant, qui n'a été discuté qu'à AgroBio-Périgord, c'est les techniques de sélection. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait la tournée de la France dans un projet sur la sélection du maïs pop, hein, et quand on laisse les gens s'exprimer, et ben en fait, ils ne nous ont pas parlé de sélection. Le seul endroit où on en a parlé, c'est AgroBio-Périgord. Donc ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que peut-être qu'AgroBio-Périgord est intéressé par la sélection. Et donc en fait, ce qui est amusant, c'est qu'il y a des choses fortes qui ont été dites et discutées. C'est-à-dire que moi, j'ai entendu des choses où je me dis, tiens, il y a des choses qui changent. C'est-à-dire qu'en fait, de dire, bon ben voilà, on a géré, on a récupéré, géré jusqu'à 150 variétés population. Maintenant, on n'en est plus qu'à une trentaine, donc on n'est pas là pour faire de la conservation. Ça doit prendre place dans un système qui doit être viable économiquement. Finalement, on lâche aussi, s'il y a des croisements avec des hybrides alentours, c'est peut-être pas si grave que ça. Voilà, donc il y avait... voilà, il y a des éléments, il y a eu des changements un petit peu dans la posture, dans le positionnement vis-à-vis de la sélection. En tout cas, les gens qui étaient là, les animateurs aussi exprimaient ça. Et puis à d'autres moments, on avait des choses aussi sur la sélection qui renvoyaient vraiment à des attachements plus profonds, avec un paysan qui expliquait qu'en fait, on développait un rapport à la plante qui n'est pas du tout le même qu'avec l'hybride. Ça remet du lien avec la terre, avec la plante, avec le temps long. Et il avait nommé une de ces variétés du nom de sa fille. Et donc, il dit, celle-là, je ne voudrais pas la perdre, cette semence-là. J'y fais plus attention. Voilà. Alors après, donc là, le maïs, il est au cœur des techniques de sélection, donc la question ne se pose pas. Il y a deux endroits où, et notamment dans le Poitou, sur la difficulté à changer, il y a eu des discussions assez nourries là-dessus. Parce que CBD, en fait, est aussi dans une logique de formation, peut-être plus qu'ailleurs. Et donc cette difficulté à changer, c'est associé un petit peu plus bas à l'engagement politique. Il y a vraiment dans l'idée qu'on défend une agriculture paysanne, un type d'agriculture très fort, et qu'en fait l'association, elle est là pour, à travers les semences, accompagner aussi à cette réalisation-là. Et qu'en fait, ça ne se fait pas simplement, quoi. Il y a des gens qui viennent sur les aspects techniques et puis une fois qu'ils repartent, etc. Et c'est comment on arrive à faire partager avec les semences les valeurs qui vont avec et le projet qu'il y a derrière. Et après, le groupe, en fait, est présenté comme un endroit, effectivement, où on a une forme de réflexivité qui va aider ce changement, mais on a aussi des agriculteurs qui se disent, bon, enfin, dans tous les cas, je suis maître chez moi, et cette réflexivité, certains nous l'ont dit, moi, c'est pas le groupe qui m'intéresse, alors, bon, ils étaient quand même là, hein, dans le groupe, mais j'ai un consultant, voilà, je suis dans une relation avec des consultants qui sont spécialisés, mais in fine, c'est quand même moi qui prend la décision. Donc, sur cette difficulté à changer, en fait, le maïs
est intéressant comme vecteur comme plante école, comme plante facile à travailler pour faire des semences ou pour faire de la sélection, et quelque part comme vecteur aussi des valeurs qui vont avec. Donc là, le maïs, pour l'instant, il a à peu près tout bon. Alors sur la diversité animale, ça c'est relativement simple. On voit des éleveurs qui sont dans des logiques de croisement interraces, 3 voies, etc., pour pallier aux problèmes de reproduction, pour valoriser les veaux de boucherie, pour apporter de la rusticité, pour mieux valoriser le pâturage ou des végétations diverses. Pas la lignine, mais... pour engraisser dehors. Il y en a quand même un qui a dit ça bouffe des machins ligneux. Il va falloir le... C'était Agrobiopérigord. Hein. Je te dis ça, il va falloir travailler un peu là, parce que... Voilà, donc cette diversité animale, en fait, elle est quand même présentée en disant on fait un travail sur la diversité végétale où on construit aussi une forme d'adaptabilité, de flexibilité en jouant sur l'hétérogénéité des populations, etc. Et finalement, on calque un peu le même modèle sur l'animal, ce qui, moi, me réjouit, parce que ça fait pas mal de temps que j'attendais ça. Et donc là, c'est juste que du bonheur de voir ça. Donc après, donc là, il se trouve que ça a été pas mal discuté dans la Loire et dans le centre. Sur l'engagement politique, là, c'est vrai que c'est à CBD où vraiment il y a beaucoup de la discussion qui a tourné autour de ça. Et on voit une évolution, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quelques années, on parlait beaucoup d'OGM. Et là, je pense que si Fred ou moi, on n'avait pas posé la question des OGM, je pense qu'ils étaient absents du discours. C'est peut-être momentané, on est d'accord. Mais du coup, ce qui se joue, c'est la défense soit de l'agriculture paysanne, soit de l'agriculture bio, soit d'une agriculture paysanne bio. Mais on n'est plus tant dans des discours, en tout cas, c'est pas des discours, mais des actes ou des choses qui sont posées par rapport au droit sur les semences ou à la lutte contre les OGM. On a eu une évolution par rapport à ça. Alors, une agriculture sociale, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui a été très discuté dans l'atelier qu'on a fait en Loire-Atlantique. Sur cette idée de développer l'emploi, de donner envie de faire le métier, notamment aux enfants, de transmettre un capital et de se donner les moyens de transmettre quelque chose qui est transmissible. Et je trouve que par rapport à certains collègues qui travaillent sur la résilience des systèmes, etc., la transmissibilité, entre guillemets, d'une exploitation, c'est aussi un bon critère d'une forme d'évaluation de ces fermes. Avec un constat, moi, qui m'a vraiment frappé, parce que je me suis dit oui, effectivement, c'est que l'agriculture aujourd'hui, comme je disais, dans différents endroits on en a parlé, l'agriculteur aujourd'hui, il n'est pas formé pour accompagner des gens. Donc l'idée d'avoir une agriculture sociale dans laquelle on s'installe, dans laquelle on s'associe, dans laquelle on salarie, dans laquelle on installe des maraîchers etc., on n'est pas formé pour ça et c'est ce qui nous manque. Voilà. Et là, le maïs est intéressant parce qu'en fait, cette expérience autour du maïs crée une forme de socialisation et aussi de formation, on l'a vu, qui permet aussi un peu d'aborder ces questions-là d'une façon un petit peu détournée. Il faut que je me décale. C'était juste pour qu'on voit les chiffres. D'accord. Alors, diminuer l'impact environnemental, pareil, c'est quelque chose qui est plus revenu dans la discussion, dans le travail qu'on avait fait dans le 44. Par contre, c'est dans le 42 et dans le centre qu'on a le plus entendu. Alors, je pense que c'est parce que c'était principalement des éleveurs viande, peut-être, quoique. En tout cas, ceux qui tenaient ce discours-là, c'était une prise de conscience de la demande sociétale de moins d'élevage et de moins de consommation de viande. La réduction des énergies fossiles est apparue dans le débat aussi. Et puis, sinon, le reste, en fait, on a l'impression que tout était résolu par le passage à la bio. Donc, à une bio vertueuse.
Moi, ce qui m'a surpris, c'est que finalement, là j'ai entendu le mot, là tout à l'heure, bien-être animal. Le mot bien-être animal n'a jamais été exprimé. Le seul moment où on a parlé de l'animal, c'était pour dire qu'en fait, il était en meilleure santé en mangeant du maïs pop et en mangeant peut-être un peu moins de maïs. Qu'on avait un animal à l'herbe en meilleure santé plutôt que quand elle mange de l'ensilage. Et il y a un éleveur qui s'est exprimé sur le fait que amener ces animaux à l'abattoir, c'était difficile pour lui. Alors ensuite, une chose qui est frappante aussi, c'est que on est dans des collectifs où la désintensification n'est pas quelque chose de tabou. Alors c'est dans le centre, avec les paysans qui étaient là, que ça a été aussi le plus discuté, et que ça peut se jouer soit sur la production végétale, et à ce moment-là le maïs il réduit, soit animal, souvent les deux, parce qu'il y a une logique de réduire la taille du troupeau pour passer à l'herbe et donc arrêter le maïs ou le diminuer. Et une logique aussi de réduire la mécanisation, de regrouper le foncier pour faire plus de pâturage donc autour de l'étable. Et donc certains réduisent ou arrêtent de mettre du maïs dans la ration, notamment pour arrêter d'utiliser des correcteurs azotés. Voilà, notamment cette logique de soja. Donc c'est aussi une réflexion qui est sur l'impact environnemental à une échelle globale et pas simplement sur sa propre ferme. Voilà, et donc en fait sur le volet animal, on en a qui réduisent le chargement à l'hectare, qui réduisent la taille du troupeau, qui diminuent la production par animal, en modifiant l'alimentation, la fréquence ou la durée de traite aussi, la génétique du troupeau. Donc là, il y a derrière, sous-jacent, il y a des logiques qui peuvent être un petit peu différentes. Ça peut être effectivement une réflexion sur l'environnement, une réflexion liée à l'autonomie, une réflexion liée aussi au temps de travail. Ensuite, alors un truc avec lequel le maïs il n'est pas à l'aise du tout, c'est sur la conservation des sols et le non-labour, qui est une préoccupation partout sauf en Loire-Atlantique, et c'est pas grave. Voilà, c'est associé au problème d'érosion d'une part et d'augmentation de la matière organique du sol pour une meilleure rétention de l'eau. Avec voilà, des pratiques innovantes, le BRF qui peut être répandu avec le fumier. Donc en fait, il y a quand même pas mal de connaissances qui se sont échangées. Et une des vertus de ces ateliers, c'était déjà aux paysans d'échanger entre eux sur des solutions qu'ils mettaient en œuvre. Et alors, je suis désolé de vous avouer ça, mais c'est que la première fois que j'entendais parler de l'ABC, l'agriculture biologique de conservation. Et ça me laisse interrogatif en fait. Est-ce qu'on peut faire du maïs sans labourer ? C'est possible, voilà. Mais donc là, il y a un truc, je pense, qui fait que le maïs... Est-ce que le maïs a encore ou pas ça, voilà. La rationalisation économique, alors c'est quelque chose qui était effectivement dans les préoccupations, qui est revenu sur l'idée qu'en fait le salaire se fait sur la marge. Et ce qui est amusant, enfin ce qui n'est pas surprenant, ceci dit, c'est à CBD qu'on en a moins parlé, mais en fait quand je disais qu'en fait la discussion elle était autour du projet politique, autour de la biodiversité, de la gestion de la biodiversité, etc., ce volet-là était peut-être moins... Ce qui réunissait les gens était pas tant des systèmes de production identiques qu'une réflexion autour de comment valoriser la biodiversité et promouvoir un type d'agriculture dont on vit, mais c'est vrai que du coup ça a peut-être un peu moins parlé de cette rationalisation économique, soit en réalisant les coûts de production ou en augmentant la valeur ajoutée des produits. Alors un truc pareil maintenant qui est totalement décomplexé, qui ne l'était pas il y a quelques années, c'est de parler de la qualité de vie et de l'idée que on veut travailler moins, on veut profiter des enfants, on veut avoir des week-ends, on veut partir au ski, ou tout simplement on veut avoir un boulot où on a, enfin, certains ont parlé d'épuisement.
d'épuisement. Et ce qui est intéressant, c'est que certains se sortaient de circuits courts, par exemple, de faire les marchés ou de transfo, parce qu'en fait, c'était pour eux une source d'épuisement. Et qu'ils estimaient qu'ils n'étaient pas faits pour ça. Et que finalement, s'ils trouvaient un moyen de bien valoriser leurs produits avec des circuits plus longs, eh ben, ils s'y engageaient. Donc moi, je trouvais ça intéressant, parce que là, il y a une espèce de... Plus avec la crise et tout ça, c'est un peu... comment dire, très mis en valeur le côté je nourris ma population autour de moi, machin, je fais les marchés, je fais de la transfo, je fais tout ça. Bon. Et en fait, là, on a eu quand même l'expression de gagner du temps. Et alors là, le maïs, il sort pas, le maïs pop, il sort pas gagnant de cette histoire-là. Parce que c'est quand même beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot. C'est de la satisfaction, mais c'est beaucoup de boulot. Ouais, sur la rationalisation économique, il a quand même été dit que ça pouvait être intéressant en bio de faire ses propres semences de maïs. Là, je reviens un petit peu en arrière. Sur le changement climatique, alors ça a été quelque chose qui a effectivement, comme je le disais, été discuté surtout sur la face est, Loire. Là, on sentait que c'était vraiment une préoccupation. Le centre aussi. Le Périgord un peu, mais j'irais 2 ans plus tard, après les ateliers. Hein. Je ne sais pas s'il y a 2 ans, ça aurait été aussi prégnant dans les conversations. Et Poitou et Loire-Atlantique, c'était moins présent. Ce qui a été discuté, c'est ce qui posait problème, c'était effectivement la sécheresse estivale, les coups de chaud, et qu'en fait, ça pouvait être aussi des printemps pluvieux avec des terres inondées, etc. Voilà, il y a ces choses-là. Moi, ce que j'ai retenu, c'est aussi quelque chose qui est intéressant par rapport à la vision que peuvent avoir certains agronomes. C'est-à-dire que là, il y avait une sorte de consensus pour dire qu'en fait, les systèmes ne sont plus calés. Il n'y a plus une idée qui se ressemble et qu'on est dans des formes d'ajustement, que l'expérimentation, elle est là pour essayer de trouver des solutions, des cultures, des trucs qu'on puisse faire paf quand un semis est raté ou quoi que ce soit. Alors, le maïs, il a sa place là-dedans. Alors certes, le maïs, il bouffe de la flotte, mais il y a dans l'idée que, quitte à utiliser de l'eau, le maïs est une super plante parce que ça valorise très bien l'eau. Et que le maïs pop valorise encore mieux l'eau. Voilà. Alors après, il y a une controverse, hein, parce que si je fais le bilan de tout ce qui a été discuté pour savoir si le maïs pop, il est mieux ou pas que l'hybride par rapport à la sécheresse, par rapport au coup de chaud, par rapport à ci, par rapport à ça, et ben c'est match nul. Hein. Vous n'êtes pas d'accord, hein. Donc en fait, pour se soustraire aux sécheresses estivales, donc il y a tout un tas de choses qui sont mises en place sur les dates de vélage, sur avoir des maïs plus précoces. Alors là, le maïs pop, il n'est pas à son avantage, si j'ai bien compris. L'idée, c'est d'en avoir un peu plus précoces. Et puis après, des nouvelles... Alors là, il y a eu un florilège, moi j'ai récupéré tout ça, hein, ça m'intéresse. L'agroforesterie pour l'ombrage, les arbres pour le soutrage, le frêne, le chêne, ça pour donner à manger aux animaux. Des espèces, les mélanges plus résistantes à la sécheresse, la fétuque, la chicorée, le trèfle incarnat, les prés à fleurs variées, etc. Voilà. Et c'est vrai que sur l'irrigation, et ben en fait, voilà, l'irrigation, c'est pas mauvais si c'est bien fait. Je lis des paroles de paysans. Alors que dans d'autres endroits, c'était jugé problématique et qu'en fait, le maïs, il fallait le virer des systèmes, essayer du sorgho fourragé, du sorgho d'Alep, des métailles, des moas, du miscanthus, du millet, enfin voilà, mais fuir le maïs. Donc on voit que plus on descend ici, plus... en tout cas, par rapport au changement climatique, il y a quand même un questionnement par rapport au maïs. Par contre, sur l'autonomie alimentaire, là, vous êtes... à peu près tous d'accord pour dire que le maïs, il a... Alors, l'autonomie alimentaire, ça vous a beaucoup occupé, vous les paysans, au cours de ces dernières années. Et que l'idée, c'est de maximiser la part de nourriture animale produite sur la ferme. Et qu'il y a un souci avec l'autonomie protéique. Et que le maïs est une ressource importante pour sécuriser les stocks. Voilà. Je reviendrai dessus, mais le maïs, il a sa place là-dessus. Et... en fait, ça fait lien avec le collectif après.
Donc ça, autonomie alimentaire, ça a été discuté dans tous les collectifs. Il y avait une belle unanimité là-dessus. Et il y a quand même une chose que j'ai trouvée très intéressante dans le 42 en lien avec le changement climatique, etc. C'est de dire, il a été dit en fait que l'autonomie, on ne pouvait plus la penser à l'échelle de la ferme et qu'il fallait qu'on la pense à l'échelle du territoire. Et ça allait aussi avec le fait que certains arrêtaient l'élevage et certains prenaient plutôt des animaux aux pensions, ou faisaient du foin ou des choses comme ça, qui avaient des formes de complémentarité qui pouvaient s'organiser sur le territoire. Et donc, dans ce cas-là, le collectif devient effectivement une ressource pour échanger, pour partager des expériences, du matériel, créer des bourses d'échange de semences ou de travail, peser au niveau politique, obtenir des subventions, et puis pour créer cette autonomie dont je parlais. Et là, le maïs, forcément, alors ce qui est, au passage, l'endroit où finalement cette dimension collective a été le moins discutée, c'est dans l'atelier qu'on a fait avec l'ARDR du centre. Ce qui est un peu logique parce qu'on était avec des personnes qui n'étaient pas vraiment en collectif. Et pour eux, le collectif, c'était, dans leur discussion, c'était acheter du matériel et échanger du matériel. Voilà. Alors que partout ailleurs, il y avait beaucoup plus cette dimension de réassurance, de faire les choses ensemble, de trouver du soutien, des solutions, etc. Cette notion de collectif, en fait, à la fois, elle est renforcée parce que le maïs et les semences permettent de faire collectif, et à la fois, il y a une grosse interrogation sur le fait d'entrer que par le maïs. Je dirais un peu partout, la question qui s'est vite posée, c'est celle d'une approche globale. Il y a un truc que j'ai trouvé très intéressant, c'est Domiti qui nous présentait ça. En fait, elle disait, mais nous, dans le CIVAM, tu me corriges si je me trompe, mais on a un groupe femmes, et eux, en fait, ils ont une approche collective. Et je regardais, en fait, des choses sur le féminisme, et notamment des choses qui sont faites au Canada, où, en fait, ces approches systémiques, holistiques, etc., se développent à travers la problématique du genre et des femmes qui prennent ça en main. Parce que cette autre entrée-là permet vraiment de repenser tout un système. Bon, personne n'a dit que l'avenir de l'agriculture était entre les mains des femmes, mais bon. Voilà, et donc en fait le truc qui a été le plus discuté, c'était l'intérêt technique du maïs. Donc le maïs, vous l'utilisez comme aliment pour les animaux en plante entière, au pâturage, en affouragement en verre, essentiellement en ensilage. Il est intéressant pour sécuriser les stocks. Il est critiqué parce qu'effectivement, on apporte de la fibre, de l'énergie, et en fait, il est difficile et coûteux à corriger avec des concentrés azotés. Et là où ça devient intéressant et probablement plus durable, c'est quand on inverse les choses. C'est-à-dire qu'en gros, on a des prairies avec des légumineuses, on a de l'azote, et en fait, le maïs, moi c'était aussi... Voilà, je suis pas mal dénisé dans ce programme. La première fois que j'entendais ça, le maïs qui est un correcteur en fait. Un correcteur énergétique, et d'autant plus que là, on peut prendre que les épis. On a un truc concentré qui est riche avec une digestion lente, si j'ai bien compris. J'espère pas me tromper. Mais en tout cas, ça permet de nourrir le sol parce que la plante, le gros de la plante reste sur le sol. Enfin voilà. Et là, on retombe dans quelque chose de vertueux où le maïs, en fait, participe à la biodiversité qu'on a sur la ferme, et le maïs pop en particulier. Ça permet aussi de faire le flushing avant la reproduction. Voilà. Alors le maïs, vous avez dit que c'était une excellente culture de printemps. Ça valorise super bien un précédent prairie. Ça permet aussi de valoriser le fumier de printemps. Voilà, donc en fait là je vous fais pas la liste, vous connaissez tout ça, mais bon, moi j'ai répertorié tous les avantages du maïs, et qu'il y a dans l'idée que finalement, comme c'est une plante C4, pour faire de la photosynthèse et valoriser le rayonnement du soleil et la flotte à cette période de l'année, on n'a pas trouvé mieux. Et qu'à un petit atelier de maïs, ça va permettre finalement d'avoir une meilleure gestion des prairies, probablement, que si on n'a que de la prairie. Voilà. Donc en fait, le maïs n'est plus le pilier du système, il devient un élément de diversification.
Pardon, je suis désolé, diversité des usages. Voilà. Après, on a des trucs dans la diversification, on peut l'utiliser pour l'ombrage comme tuteur en maraîchage, pour les hommes, du gluten-free, de la semoule polenta, de la farine, du maïs doux. Enfin bon, on voit qu'en fait, avec le maïs pop et la réflexion que vous conduisez, effectivement, on rentre dans une vraie logique qui est une logique de diversification qui s'oppose à cette idée du maïs hybride qui est la ration de base de la vache laitière Holstein avec des correcteurs azotés qui viennent d'Amérique latine. Voilà, mais quand même, vous êtes quand même à peu près tous d'accord pour dire que le maïs pop apparaît moins productif que l'hybride. Dans le 42, il y a une sorte de consensus pour dire, allez, 20 à 30% de moins en rendement grain. Je vous livre ça, après vous en faites ce que vous voulez, pour l'apéro. Alors, un truc qu'on n'a pas traité, on a tourné autour, mais c'est les épis, les pieds sans épis. Ça, moi, c'est un truc, j'ai du mal avec ça. Mais je vous le resserre à chaque fois. Mais bon, vous êtes tous d'accord pour dire qu'il y a des problèmes récurrents de pieds sans épis, en particulier dans le maïs pop. Et qu'en fait, ce maïs pop, il reprend vraiment l'avantage sur les hybrides. C'est la discussion qu'on a eue tout à l'heure. C'est quand on commence à aller dans une autre forme de production, de dialogue avec le consommateur, etc. Bon, je vais arrêter là. Oups. Donc en fait, la méthode en elle-même, ce qu'on a fait, j'avoue que ça a quand même renforcé, il me semble, les attachements au maïs pop. Ça a redonné du sens, dans certains cas, à ce que vous faisiez. Et ça a peut-être questionné le projet des collectifs, à ceci près que, voilà, quand on est 5 dans une pièce à refaire le monde pour une assoce qui comprend je ne sais pas combien d'adhérents, ça pose question. Mais dans la Loire, pour moi, c'était vraiment l'autonomie collective et puis un travail sur l'herbe qui semblait... voilà, j'aimerais bien... on en parlera pour savoir ce que c'est devenu ça. En Loire-Atlantique, c'était plus l'idée que peut-être il fallait remettre les choses dans une approche un peu plus globale et réorganiser le CIVAM et avoir une réflexion sur la résilience. À CBD, ça a été vraiment l'idée de réaffirmer un projet politique autour d'une plante école. C'était ce qui est ressorti quand on avait fini la réunion. Et à Agrobio-Périgord, que globalement, au-delà du projet technique, en fait, il y avait quand même... ça permettait il y avait une réflexion sur qu'est-ce qui faisait collectif et local dans une assoce qui s'est surtout développée pour promouvoir la sélection et pas forcément avec cette approche très locale et collectif local. Voilà. Et dans le centre, en fait, il y avait dans l'idée qu'ils devaient se revoir pour travailler sur de nouvelles ressources végétales et des cultures innovantes, et que le maïs en était une parmi d'autres, mais que l'idée, c'était pas forcément de faire un groupe maïs. Donc en conclusion, le maïs pop ressort renforcé des ateliers avec une nouvelle place dans les systèmes, que la démarche en fait que l'on a proposée de dire on va coller vraiment à ce que vous faites, à ce que vous êtes en train de changer, je trouve que c'est quand même assez intéressant parce que ça produit une meilleure compréhension partagée des situations auxquelles on doit faire face. Ça favorise l'apprentissage social. Je pense que les paysans qui ont participé à ça étaient contents à la fin de la journée. Ça s'ancre dans les attachements et les valeurs, et que ça permet de remettre du sens individuel et collectif. Voilà, ça a à voir aussi, ça renforce. Les gens sont ressortis confortés par l'idée de l'intérêt du maïs et du collectif autour du maïs. Même si après l'idée que le maïs puisse être qu'une part d'un collectif qui travaille sur quelque chose un peu plus systémique. Et ça a produit un plan d'action dans certains cas. J'ai enlevé ce qui a été dit à CBD en disant que c'était... voilà, tu te rappelles plus, mais c'est très bien. Vas-y, dis-le. Il y en a un, il avait tellement fumé la moquette qu'il a dit mais c'est la meilleure réunion qu'on ait jamais eue à CBD. J'y pensais il y a 30 secondes. Donc là, après le truc que j'ai aimé, parce que pour avoir fait pléthore de formations Vivea,
moi-même, c'est que voilà, on n'est pas dans une formation UDA, on est vraiment dans un truc où on fait marcher nos cerveaux. Et puis voilà, c'est un travail d'animation totalement ouvert, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne savait pas trop où on allait, même les animateurs, même moi, enfin personne ne savait trop où on allait, mais on a fait un bout de chemin ensemble et c'était pas si mal, quoi.